Hop là. Du coup, effectivement, Élu local, c'est donc une structure qui existe depuis 2012 et qui est à la fois organisme de formation, transpartisan indépendant. On organise des formations sur différentes thématiques, différents formats. On va des finances locales, comme on le fait ce soir, à l'urbanisme, à la communication politique, à des formations spécialisées vraiment pour les femmes en politique. Donc ça, c'est une grande partie de notre activité. Et l'autre partie de notre activité, c'est d'être un réseau de femmes élues, c'est-à-dire qu'on a des Quoi? ambassadrices dans 30 Dis-moi, départements. Alors Florence, je vous désactive, je suis qu'est-ce désolée. que... Donc on a des ambassadrices dans 30 départements différents qui sont là pour donc animer des réseaux locaux, des réseaux de femmes élues, pour que vous puissiez, entre vous, vous soutenir, vous écouter, échanger, partager des moments. En ce moment, on sait que la situation sanitaire complique énormément les choses, notamment les premiers mandats ou les débuts de mandat pour certaines. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu l'objectif, c'est de vous soutenir, de vous écouter, de vous apporter un réseau. Et donc on a actuellement 30 ambassadrices dans 30 départements. On organise des rencontres chaque année autour de thématiques ou simplement autour de témoignages et de partage d'expériences. Et donc, en parallèle de ces deux activités, on organise ces webinaires. Donc, on en fait en ce moment un par mois. On a commencé par la délégation égalité femmes-hommes au mois de janvier. On a continué en février avec l'urbanisme et nous voilà sur les finances locales. Pour le mois d'avril, on devrait envisager quelque chose de plus tourné autour de la place des femmes en politique, comment s'imposer, comment se faire une place, comment s'imposer en politique dans un monde d'hommes. Donc, on vous enverra toutes les informations. N'hésitez pas à vous inscrire comme vous l'avez fait pour ce soir. Je pense qu'on peut peut-être commencer, histoire de ne pas prendre trop de retard. Donc du coup, ce soir, le format, on a une présentation donc, par Aurélie Lognon et Sonia Esnault, qui sont, j'espère que je n'écorche pas son nom de famille, qui sont donc consultantes en finances locales pour Écolocal, qui est donc l'organisme de formation du groupe de la Caisse d'épargne. Donc toutes les deux vont vous faire une présentation sur donc la loi Finances 2021 et ses impacts sur les collectivités territoriales. Donc, on a prévu une présentation. Ensuite, n'hésitez pas, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à poser vos questions dans le chat. Et ensuite, on aura un échange direct de questions-réponses. Si vous avez des questions qui sont plus faciles à poser de vive voix que sur un chat, n'hésitez pas à les garder pour tout à l'heure. Et à la fin, on a Elisabeth Rosier, une formatrice d'élu local, qui viendra vous présenter notre formation, si jamais vous voulez aller plus loin sur la thématique des finances locales. Donc, je vais laisser la parole à Aurélie et Sonia. Très bien, merci. Alors, je vais vous partager le support. Et hop. Et je vais donc laisser la main à Sonia qui va débuter sur cette présentation de la loi de finances 2021. Merci. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Donc là, on va vous présenter les principales mesures de cette loi de finances 2021. Donc, c'est une loi de finances toute particulière puisqu'on est dans un contexte de crise sanitaire et elle va s'inscrire complètement dans le plan France Relance du gouvernement. Donc, vous allez le voir, chaque mesure, donc on est vraiment axé sur la compétitivité des entreprises, sur l'écologie. Donc, toutes les mesures vont se rapprocher de ces notions. Donc, si on s'intéresse dans un premier temps à ce qu'on appelle les dotations, les grandes masses versées de l'État vers les collectivités locales, si l'on regarde les transferts financiers donc, de l'État, ils sont de 104 milliards en 2021. Donc, on est plutôt, si l'on regarde comparé à l'année 2020, en baisse de 10%. Mais en fait, cette baisse, elle est toute relative puisque ce montant est lié pratiquement uniquement à la fin des dégrèvements liés à la suppression de la taxe d'habitation. Donc, pour rappel, sur 2018 à 2020, on était sur la fin du paiement de cette taxe d'habitation pour 80% des ménages et ces cotisations en moins étaient prises en charge par l'État via le versement d'un dégrèvement aux collectivités. Donc, l'année 2021, les 80% des ménages ne paieront plus du tout de taxe d'habitation et on est en 2021 sur le début de la réforme fiscale.
Donc, la taxe d'habitation sera payée encore par 20% des ménages, mais ces 20% qui payent cette taxe seront affectés au budget de l'État. Donc, il n'y a plus rien qui revient aux collectivités et il n'y a plus de dégrèvement en compensation. C'est ça qui explique la baisse des 10%. Donc, si l'on zoome hors dégrèvement législatif, on se retrouve avec les concours financiers de l'État vers les collectivités. Et là, on est en une légère augmentation, pratiquement de 6%. Et lorsqu'on va s'intéresser aux prélèvements sur les recettes de l'État, on voit également une hausse de 5% de ces prélèvements avec l'une des principales qui est la dotation globale de fonctionnement. On y retrouve également dans ces prélèvements sur recettes tout ce qui concerne le fonds de compensation de la TVA qui poursuit sa progression encore cette année avec une progression de 9%. Donc, c'est bien ce qui montre qu'on a une progression de l'investissement public local. Et on retrouve également tout ce qui est compensation des exonérations fiscales, etc. Donc, si on s'intéresse à la principale dotation qui est la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, au niveau global, on est vraiment sur un montant totalement similaire à celui de l'an dernier, mais il peut y avoir forcément, au prix au cas par cas, des diminutions de dotation pour telle ou telle collectivité, puisqu'elle est fonction de la population de la collectivité. Donc, on est toujours sur une stabilisation de la DGF, puisque dans le cadre des contrats de Cahors et de la contractualisation avec l'État, l'effort qui était demandé aux collectivités locales, c'était de maîtriser ces dépenses réelles de fonctionnement. Donc, côté recettes, en gros, on laisse les collectivités tranquilles, notamment en versant cette DGF avec un niveau stabilisé. Donc, avec la crise sanitaire, c'est vrai que la contractualisation est suspendue actuellement. Pour l'année 2020, en tout cas, il n'y avait plus cette notion d'objectif d'évolution de dépenses à respecter. Avec la crise sanitaire, on est dans une situation un peu trop exceptionnelle en ce moment. Les autres prélèvements sur recettes sont en grande partie liés encore à la crise sanitaire. C'est pour ça qu'on a une augmentation de ces prélèvements. On retrouve notamment pour le bloc communal, donc c'est tout ce qui est communes et EPCI, les pertes de recettes fiscales et domaniales subies en 2020. Donc, il y a une clause de sauvegarde de ces recettes qui a été mise en place avec les lois de finances rectificatives l'année dernière. Et on retrouve donc un nouveau prélèvement de 510 millions qui sera à destination de ce bloc communal pour compenser ces pertes. On retrouve également une autre compensation qui est liée à une mesure phare de cette loi de finances 2021, qui est la révision des valeurs locatives des locaux industriels. Donc là, on est sur une compensation de un peu plus de 3 milliards d'euros qui sera reversée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre du fait de cette réforme. On va l'étudier, l'expliciter un petit peu juste après. Et enfin, un peu plus spécifiquement, toujours uniquement pour le bloc communal, c'était à destination des contributeurs du FNGIR. Donc, c'était le Fonds national de garantie individuelle de ressources qui a été mis en place lors de la réforme fiscale de 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle. Et cette contribution à ce fonds était figée pour les collectivités qui étaient contributeurs. C'est donc celles qui étaient le plus à l'aise. Elles contribuaient à ce fonds et ensuite, le fonds était reversé à des collectivités bénéficiaires. Mais cette contribution était figée depuis 2012 et la situation de ces collectivités qui étaient à l'époque contributrices a pu évoluer depuis 2012 et elles peuvent avoir une situation financière plus délicate, notamment liée avec des fermetures d'établissements sur son territoire, par exemple, d'entreprises, et donc ce qui lui entraîne une perte de recettes fiscales à travers notamment la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et donc, pour ces collectivités qui ont subi une perte de fiscalité économique comme ça supérieure à 70%, elles vont avoir une compensation. Donc, elles vont se partager 900 000 euros sur l'année 2021. Donc là, ça concerne vraiment uniquement quelques collectivités. Concernant les départements, il y a une compensation versée par l'État au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Donc, les droits de mutation, ce sont tout ce qu'on appelle les frais de notaire, et ce sont des recettes fiscales très importantes pour les départements. Et avec les confinements de l'année dernière,
il peut y avoir une baisse de ces recettes du fait d'une baisse des transactions immobilières. Donc là, l'État met 60 millions d'euros dans ce fonds pour soutenir les départements. Et enfin, le dernier prélèvement, c'est 10 millions d'euros là, qui seront versés à l'ensemble des collectivités qui ont consenti à des abandons de loyers pendant le confinement du mois de novembre, en fait. Elles pourront bénéficier de 50% de la somme totale des loyers que les collectivités ont abandonnés sur cette période-là. Donc, ça équivaut à 10 millions d'euros. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien que les collectivités soutiennent, les entreprises soutiennent l'économie dans ce contexte de crise sanitaire, mais également avec l'État à ses côtés, forcément. Si l'on poursuit, donc je vous parlais de la clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales qui avait été mise en place en milieu d'année dernière avec la 3e loi de finances rectificative. Elle est du coup reconduite en 2021 grâce à cette loi de finances, mais elle ne concerne que les recettes fiscales. Il n'y a plus les recettes domaniales qui seront prises en compte dans ces compensations. Donc là, l'idée, c'est bien de compenser les pertes de recettes. Donc, on va comparer les recettes qui étaient perçues sur 2017 à 2019 et on va les comparer à ce qui sera réellement perçu en 2021. Donc là, la clause de sauvegarde, elle est de 200 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités. Ce sont les mêmes règles que celles de l'année dernière pour ces compensations. Un minimum de 1 000 euros pour chaque collectivité éligible. Et il va y avoir donc un premier acompte début 2021 et en fonction d'une estimation de perte de recettes faite par la collectivité. Et ensuite, il y aura un ajustement fait en début 2022 en fonction de la perte réelle de recettes subie par la collectivité. Donc, vous avez la liste des recettes fiscales concernées par cette clause de sauvegarde. Donc, ça concerne vraiment l'ensemble des principales recettes fiscales des collectivités, donc pour les communes, mais également pour les EPCI à fiscalité propre et les syndicats. On retrouve notamment dans ces recettes fiscales le versement mobilité pour les syndicats des transports où la crise sanitaire peut avoir un impact très fort sur leurs recettes. On l'a vu sur 2020. On sait que sur 2021, ça va se poursuivre. Donc, il y a tout un accompagnement, une compensation pour ces syndicats-là notamment. Donc, il y a eu un premier bilan de fait justement sur l'année 2020 par la Direction générale des finances publiques qui permet de voir un peu le nombre de collectivités qui vont être bénéficiaires ou qui sont impactées très fortement par la crise sanitaire et qui vont bénéficier de toutes ces mesures de soutien. Donc, pour la clause de sauvegarde que je vous évoquais juste avant, sur les recettes fiscales et domaniales, pour le bloc communal, on voit qu'il y a 3 149 communes et EPCI, structures intercommunales, qui ont bénéficié donc d'un premier acompte pour compenser leur perte de recettes sur 2020. Ça représente 88 millions d'euros. Et donc, cela concerne 3 149 collectivités. Pour les syndicats de transport, notamment, on en a 18 qui ont bénéficié également d'un premier acompte, et ce qui équivaut à 34 millions d'euros. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que sur nos 36 000 communes et enfin 36 000, on n'est plus à 35 000 maintenant plutôt, sur nos 35 000 communes et puis sur nos EPCI, on a quand même un nombre assez limité de collectivités qui vont bénéficier de cette compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales. Ça prouve bien quand même que les collectivités ont réussi à se maintenir à un bon niveau de finances et passent un peu cette crise sanitaire relativement bien, on va dire. Alors après, ça, c'était vraiment les mesures sur 2020. On voit que 2021 va être fortement impacté encore par la crise sanitaire et les finances de ces collectivités ne vont pas retrouver leur niveau d'avant cette année. L'autre mesure que l'on peut constater, c'était le dégrèvement de cotisations foncières des entreprises. Donc là, c'était une délibération que pouvaient prendre les communes et les EPCI à fiscalité propre pour
alléger l'imposition des entreprises. Donc, des entreprises uniquement des secteurs qui étaient concernés directement par les confinements. Donc, c'était tout ce qui relevait du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, etc. Donc là, on voit qu'il y a 461 EPCI qui ont délibéré. C'est surtout les grandes collectivités, hein, les grandes communautés d'agglomération notamment qui ont délibéré en ce sens, et ça a permis une économie de 102 millions d'euros d'impôts pour ces entreprises-là. On voit bien que les collectivités sont au cœur même du soutien à l'économie et aux entreprises de leur territoire. Il y avait la possibilité également d'exonérer totalement de taxes de séjour les nuitées sur la période de juillet à décembre 2020. Donc là, c'était pour favoriser le tourisme sur leur territoire. Ça a été un petit peu suivi puisqu'on a quand même 51 collectivités qui ont délibéré, mais ça reste assez léger au niveau de cette taxe de séjour. Et enfin, juste pour reparler de nos départements avec leurs droits de mutation, du fait du décalage probable, hein, du fait avec la fin, avec l'arrêt temporaire de l'activité notariale, notamment au premier confinement, il y a des avances remboursables qui ont pu être demandées par les départements. Donc, on est bien là sur une avance de trésorerie hein, et non une compensation pure et nette. Donc, c'était ouvert à l'ensemble des départements et il y en a 40 qui ont demandé ces avances, qui équivaut à 400 millions d'euros à peu près, qui ont été demandées sur l'année 2020. Donc, ce sont des avances remboursables de 2021 à 2023. Donc, ça, ce sont les mesures de la loi de finances rectificative de 2020, mais qui nous montrent un petit peu déjà l'impact de cette crise sanitaire et notamment les collectivités qui ont eu besoin de recourir à ces mesures d'urgence. Donc, si je reviens à ma loi de finances 2021, d'autres mesures concernent la dotation d'intercommunalité. C'est la dotation perçue uniquement par les EPCI à fiscalité propre. Donc, la dotation d'intercommunalité est stabilisée, hein, 1,6 milliard comme l'année dernière. Mais là, il y a une nouvelle mesure qui vient temporiser un reste de la période de baisse des dotations de l'État envers les collectivités qui s'est déroulée de 2014 à 2018, qui était dans le but de faire contribuer l'ensemble des collectivités territoriales au redressement des finances publiques. Lorsque cette dotation d'intercommunalité était trop faible pour participer à ce redressement des finances publiques, dans ces cas-là, il y avait un prélèvement de fiscalité sur certains EPCI. Et ce prélèvement sur sa fiscalité est figé depuis ces années de baisse des dotations. Donc, depuis 2015, des EPCI à fiscalité propre voient leur fiscalité réduite d'une portion du fait de leur contribution au redressement des finances publiques. Or, la situation de ces EPCI a pu évoluer et pour encore tenir compte de ces évolutions, les EPCI qui ont eu leurs recettes réelles de fonctionnement baissées de plus de 5% depuis 2015 vont pouvoir avoir une réduction de ce prélèvement pour avoir une situation financière au plus juste de ce qu'elles ont aujourd'hui. Donc là, c'est une petite mesure qui ne concerne que quelques EPCI à fiscalité propre. Les autres dotations, c'est tout ce qui concerne le soutien à l'investissement local. Donc là, chaque année, il y a des crédits alloués au bloc communal, au département et aux régions. Donc là, on est sur le même montant que les années précédentes. On est à 1,8 milliard pour les communes et les EPCI à travers la dotation de politique de la ville, la dotation d'équipement des territoires ruraux et la dotation de soutien à l'investissement local. Donc, les critères n'ont pas évolué au niveau des bénéficiaires de ces dotations, mais les crédits restent bien renouvelés et au même montant que les années précédentes. Et pareillement pour les départements avec les 212 millions d'euros dont ils seront bénéficiaires en 2021. Pour les régions, il y a une nouvelle enveloppe qui a été décidée en 2021. Elles vont bénéficier de 600 millions d'euros. Donc, vous avez ici la répartition par région. Là, ça s'inscrit complètement dans le plan de relance puisque ces dotations d'investissement doivent être fléchées sur des projets en faveur de la rénovation thermique des bâtiments publics,
et également en faveur de la mobilité sur le territoire de la région. Le dernier point en termes d'investissement, c'est qu'il y avait eu l'année dernière, fin d'année 2020, 1 milliard d'euros qui a été rajouté en termes de subventions d'investissement pour l'ensemble des collectivités et des groupements, à destination donc des projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc ce milliard, il ne bouge pas. La seule modification en loi de finances 2021, c'est qu'il va y avoir une dérogation au niveau du financement. Normalement, lorsque une collectivité souhaite investir et bénéficier d'une subvention, elle doit garder à sa charge un minimum de 20% de financé sur ce projet. Là, dans le cadre de ces projets de rénovation énergétique des bâtiments publics, pour les collectivités qui ont une baisse de leur épargne brute de plus de 10%, d'au moins 10% entre 2019 et 2020, elles vont pouvoir ne financer qu'une part comprise entre 0 et 20%. Ce n'est pas 20% minimum, mais ça peut être en deçà et ça peut même être 0% à leur charge en fait. Et donc, pour les communes ou les collectivités qui ont subi une baisse de l'épargne brute de plus de 10%, elles vont pouvoir financer à 100% un projet lié à la rénovation énergétique de ces bâtiments. Donc, c'est vraiment pour inciter les collectivités à rénover leurs bâtiments publics. Je poursuis, n'hésitez pas s'il y a des questions, je ne les vois pas moi, mais... Alors, je vois l'épargne brute, en fait, c'est ce qui est dégagé de la section de fonctionnement, de son budget de fonctionnement, entre les recettes et les dépenses. On inclut bien les intérêts, les charges financières, mais il n'y a pas le remboursement du capital. Donc, ce n'est pas l'autofinancement qui est dégagé, c'est vraiment un cran au-dessus. C'est uniquement le solde de la section de fonctionnement de son budget. Si je poursuis avec le fonds de compensation de la TVA, donc là, pour rappel, les collectivités qui vont avoir des dépenses d'investissement ou de fonctionnement, sur certaines d'entre elles, elles récupèrent la TVA avec 2 années de décalage ou une seule ou même aucune année de décalage. Le régime de droit commun, c'est 2 années de décalage entre l'année de la dépense et on récupère la TVA 2 années suivantes. Là, l'idée de la loi de finances 2021, c'est d'automatiser ce fonds de compensation de la TVA. Parce que les process étaient un peu longs, etc. Là, l'idée, c'est d'automatiser tout ça et de récupérer la TVA sur certaines dépenses. Et ces dépenses éligibles vont être fonction de l'imputation comptable. Avant, on regardait plutôt la nature de la dépense. Aujourd'hui, on va regarder vraiment son imputation comptable, d'où l'importance de bien inscrire à son budget dans les bons numéros de compte les dépenses effectuées par la collectivité. Donc, cette automatisation va se faire progressivement sur 3 années, puisqu'elle va commencer dès 2021 pour les collectivités qui perçoivent le FCTVA l'année même de la dépense. Donc là, ça concerne notamment les communes nouvelles. C'était une incitation à fusionner les communes entre elles, c'est qu'elles pouvaient récupérer la TVA plus rapidement que le régime de droit commun. En fait. Celles qui récupèrent la TVA une année après avoir effectué la dépense, cela concerne les collectivités qui étaient inscrites dans le plan de relance de 2009, donc qui s'étaient engagées à vraiment faire un effort d'investissement. Et enfin, les collectivités qui sont dans le droit commun récupèrent le FCTVA 2 années après avoir subi la dépense. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place cette automatisation dès 2021. L'État va s'assurer de la neutralité budgétaire de cette automatisation. Et si jamais ça coûte à la collectivité de mettre en place cette automatisation, il y aura des compensations de verser aux différentes collectivités. Donc, normalement, le FCTVA, c'était uniquement sur les dépenses d'investissement. Depuis 2016,
la récupération de la TVA peut se faire sur certaines dépenses de fonctionnement. Donc, il y a eu les dépenses d'entretien des bâtiments publics, des dépenses d'entretien de la voirie et également de tout ce qui était réseau. En 2021, les dépenses liées à des prestations en fait, de solutions numériques sont éligibles au FCTVA à compter de 2021. C'est tout ce qui concerne l'hébergement de sites Internet, les frais occasionnés par l'hébergement de sites Internet, l'achat de serveurs, etc. Ça rentre dans ces dépenses de fonctionnement qui sont à présent éligibles au fonds de compensation de la TVA. Et enfin, le dernier point, ça concerne le compte financier unique. Donc là, on n'est pas vraiment dans les dotations, mais c'était pour vous préciser ce point. C'est quelque chose qui est, dont on entend parler ces derniers temps. Il y avait une expérimentation qui est lancée pour que des collectivités testent ce compte financier unique qui est la fusion du compte administratif donc géré par l'ordonnateur ou le maire d'une commune et le compte de gestion qui est tenu par le trésorier public. Là, l'idée, c'est de fusionner ces deux documents pour gagner en simplification et puis pour tout centraliser dans un seul document. Donc, l'expérimentation devait commencer l'année dernière. Avec la crise sanitaire, elle est décalée d'1 an. Elle s'effectue donc pour 3 années maximum et sur la base de volontariat des collectivités. Donc, il y avait déjà des collectivités qui étaient volontaires pour commencer dès l'exercice 2020. Elles restent volontaires, mais il y a encore un appel à candidats qui est ouvert jusqu'au 1er juillet 2021. La seule condition, c'est donc d'adopter la nomenclature M57. Et on sait que la nomenclature M57, c'est également une nomenclature vers laquelle on veut aller, puisqu'en 2024, l'idée, c'est de généraliser cette nomenclature à l'ensemble des collectivités et groupements. Sonia, j'ai une première question. Est-ce que je peux vous la poser maintenant ou on attend? Non, allez-y. Alors, Anne C. nous demande, les dépenses relatives à la création de logements communaux sont-elles concernées par la récupération de TVA? Alors, je pense que oui. En tout cas, il y a un décret qui est sorti sur le FCTVA et qui liste l'ensemble des dépenses éligibles. Donc, vous avez ce document, je pourrais le faire suivre à élu local et on pourrait peut-être vous l'envoyer. Mais il y a toute la liste avec les numéros de compte, justement, puisque l'imputation comptable est très importante à compter de 2021, où on aura justement la correspondance, le numéro de compte et la dépense. Et tout ce qui est éligible est listé dans ce décret d'application. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec juste un petit mot sur la péréquation qui est faite de l'État vers les collectivités locales. Donc, on appelle péréquation verticale, c'est lorsque c'est l'État qui verse aux collectivités une dotation de soutien, en fait, aux collectivités qui en ont le plus besoin. Et il y a également ce qu'on appelle la péréquation horizontale, c'est lorsque les collectivités elles-mêmes s'entraident à travers la mise en place de différents fonds. Donc la péréquation verticale, c'est bien les crédits octroyés par l'État aux collectivités. Ça passe notamment pour les communes, par les dotations de solidarité urbaine et les dotations de solidarité rurale qui sont versées aux communes urbaines ou rurales qui sont les plus défavorisées. Donc chaque année, il y a de nouveaux crédits alloués. Cette année, donc, il y a 220 millions d'euros supplémentaires qui est à destination de l'ensemble des collectivités. Donc, pour les groupements à fiscalité propre, c'est 10 millions supplémentaires qui sont mis. Pour les communes, on a 180 millions et 10 millions pour les départements. C'est 30 millions pour les EPCI, pardon. Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner toujours les montants mais en masse de ce qui est prévu par le gouvernement. Et concernant l'autre réforme qui est présente dans cette loi de finances, cela concerne les indicateurs financiers
puisque notamment le potentiel fiscal est l'un des indicateurs qui est utilisé dans bon nombre d'attributions des dotations, que ce soit les dotations de péréquation ou également les différentes dotations. Donc, pour tenir compte notamment du nouveau panier de ressources fiscales de chaque catégorie de collectivité, il faut en effet réformer ces indicateurs. Il y a notamment la prise en compte du fait que les communes récupèrent le foncier bâti des départements mais ne touchent plus de taxes d'habitation. Il y a le fait que dès 2021, les EPCI à fiscalité propre et les départements vont récupérer de la TVA. Donc, c'est quelque chose qui est totalement différent d'un impôt local sur lequel elles ont un pouvoir de taux. Et puis, il faut prendre en compte également les nouveaux prélèvements qui ont été mis en place cette année pour compenser des pertes de recettes liées notamment à la réforme des valeurs locatives des établissements industriels. Donc, tout ça fait qu'il faut revoir les indicateurs. Et l'État s'est donné donc toute l'année 2021 pour la mettre en application dès 2022. Donc là, c'est plus voilà, les calculs, rechoisir des nouveaux indicateurs et notamment leur mode de calcul. Je vais laisser la parole à Aurélie qui va vous présenter toutes les mesures fiscales et qui ne sont pas des moindres pour cette année. Alors, Merci. on a un petit complément, excusez-moi. Ah oui, Excusez-moi, allez-y, Aurélie. allez-y. Il me semble que certains travaux ne sont pas éligibles dès que ça apporte un revenu locatif. Est-ce que vous avez une précision à apporter là-dessus? Non. Non, il faudrait qu'on regarde exactement, ouais. Bah, de toute façon, on transmettra le document en question pour que vous ayez toutes les précisions. Pardon Aurélie, je vous laisse. Pas de souci. Du coup, on poursuit avec les mesures fiscales. Donc, comme dans chaque loi de finances, on a des mesures fiscales et ça va être la deuxième année consécutive où on a une loi de finances avec des grosses mesures fiscales, des réformes. Donc, l'année dernière, on va en parler, hein, c'était la réforme sur la suppression de la taxe d'habitation. Cette année, le gros point de ces mesures fiscales entre dans le plan de relance. Alors, on a un plan de relance très global au niveau national hein, de 100 milliards, le plan France Relance. Et dans ces 100 milliards, on a 10 milliards qui concernent la fiscalité des collectivités, puisqu'on a 10 milliards dans ce plan de relance de réduction des impôts de production. Donc, on va détailler quelles sont les mesures précises pour arriver à ces 10 milliards de réduction. Donc, on est bien sur 10 milliards pour l'année 2021, mais avec des mesures qui vont être pérennes dans le temps. L'objectif de cette baisse des impôts de production, c'est bien évidemment, même dans un contexte hors crise sanitaire, de favoriser la relance économique et d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Et à la lecture de ces objectifs, on se dit que c'est d'autant plus vrai avec le contexte sanitaire actuel d'avoir ce besoin de soutenir les entreprises. Donc, le gros point de réforme fiscale pour cette année, pour l'année 2021, ça va être la baisse de la CVAE. Donc, la CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cet impôt, cette CVAE, elle est répartie entre les différents niveaux de collectivité, puisque les régions perçoivent cette CVAE, les départements également, ainsi que le bloc communal. Donc, bloc communal, ce sont les communes et les EPCI. Cette loi de finances va venir apporter une modification puisqu'elle va supprimer la part de CVAE qui revient aux régions, dans le but, bien évidemment, d'alléger les impôts payés par les entreprises. Donc, cette mesure représente, sur nos 10 milliards, hein, cette mesure représente à peu près 7,6 milliards. Donc, la CVAE, c'est un impôt, comme son nom l'indique, qui pèse sur la valeur ajoutée des entreprises. Et jusqu'à l'année dernière, donc jusqu'en 2020, ce taux de cotisation était maximum de 1,5%. C'est un taux national hein, qui n'est pas du tout voté par les collectivités, c'est un taux national qui s'applique aux entreprises dans une fourchette allant jusqu'à 1,5% en fonction de différents critères. Les régions perçoivent à peu près la moitié de cette CVAE, d'où le passage du taux
de 1,5% à 0,75% dès le 1er janvier de cette année. Donc, on a une suppression de la moitié de la CVAE qui sera payée par les entreprises puisque les régions ne vont plus percevoir leur part. Il y a bien évidemment une compensation qui va être mise en place par l'État. Cette compensation, elle a fait l'objet de négociations entre les associations de régions et l'État et un accord a été trouvé pour que cette CVAE soit remplacée par une fraction de TVA. Donc, les régions ne vont plus, à compter de cette année, percevoir de CVAE, mais elles vont recevoir à la place une fraction de la TVA nationale. Les régions perçoivent déjà une partie de TVA depuis quelques années en lieu et place de leur dotation. Donc voilà pour les grandes lignes, c'est vraiment la grosse mesure, alors qui impacte uniquement les régions, mais c'est la grosse mesure fiscale de cette loi de finances. On peut noter sur cette mesure que l'État, pour l'année 2021, alors il y aura bien affectation d'une fraction de TVA, mais en plus, il va y avoir un coup de pouce de l'État de 1,2 milliard d'euros, un petit coup de pouce pour aider les régions pour compenser la perte de CVAE qui sera subie, qui sera prise en compte dans les calculs, parce que la CVAE va baisser, elle aussi, du fait de la crise sanitaire. Donc, il va y avoir un coup de pouce exceptionnel de l'État vers les régions dans les calculs de compensation. Si on prend le schéma de la répartition de cette fiscalité, la CVAE, aujourd'hui, donc ce que je vous indiquais, on a les régions qui perçoivent à peu près 50% de cette CVAE et le reste est réparti à hauteur de 26,5% pour le bloc communal et 23,5% pour les départements. Demain, la répartition se fera différemment puisque les régions ne vont plus percevoir leur part. La répartition se fera donc à hauteur de 53% pour le bloc communal et 47% pour les départements. On pourrait croire comme ça que le bloc communal et les départements vont percevoir plus de CVAE, mais non, puisqu'on a bien dit tout de suite que le taux était divisé par 2. Donc certes, ils récupèrent le bloc communal et les départements récupèrent une part plus importante, mais d'un montant qui sera moindre. Une des conséquences, des ajustements de cette mesure, ça va être en corrélation, de diminuer le plafonnement de la CET. Alors, beaucoup de sigles dans les finances locales, beaucoup d'abréviations. Donc, la CET, c'est la contribution économique territoriale. Donc, cette CET, elle regroupe la CVAE, dont on vient de parler tout de suite, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et à laquelle on ajoute la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc, sur cette CET, cette contribution économique territoriale, jusqu'ici, il y avait un plafonnement qui était égal à 3% de la valeur ajoutée. Ce plafonnement est revu à la baisse et il passe donc à 2%. Là encore, l'idée étant en plus de cette réduction de la CVAE, de venir encore diminuer les impôts de production payés par les entreprises en venant baisser le seuil de plafonnement. Pour la CVAE des régions, tout à l'heure on l'a dit, c'est compensé par une fraction de TVA, donc de l'État vers les régions. Là aussi, pour cette mesure de réduction du plafonnement, il va y avoir une compensation qui va être mise en place pour les collectivités. Donc, une compensation, là encore, de l'État vers les collectivités. En chapeau, on a dit que le plan de relance donc de 100 milliards portait sur 10 milliards de réduction des impôts. On a vu que la réduction de la CVAE était à hauteur de 7,6 milliards. Il nous manque donc quelques milliards pour arriver aux 10 milliards totaux. Ils sont là, c'est avec la réforme des valeurs locatives des établissements industriels.
Ces valeurs locatives, elles sont, comme toutes les valeurs locatives, elles sont obsolètes puisqu'elles datent des années 70, donc elles ne sont plus du tout cohérentes avec la situation actuelle. L'État a lancé une vague de remise à plat, on va dire, de toutes ces valeurs locatives, puisque pour les locaux professionnels, la réforme a été initiée en 2017. Et pour les locaux d'habitation, c'était un des points de la loi de finances de l'année dernière. Alors, avec une mise en œuvre très lente, on va dire, enfin par étapes, puisque pour les locaux d'habitation, cette réforme devrait aboutir en 2026. Bon, le constat est le même pour toutes ces valeurs locatives. Il faut les revoir et les réviser. Donc là, c'est la même chose pour les établissements industriels. Je vous épargne les modalités de calcul de cette nouvelle méthode d'évaluation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la révision de ces valeurs locatives conduit à les diviser par 2. Donc, les valeurs locatives, c'est les valeurs sur lesquelles reposent les impôts fonciers pour les entreprises. Et donc là, ils vont être divisés par 2 du fait de cette nouvelle méthode, ce qui conduit pour les entreprises au niveau national à une économie de 1,54 milliard sur la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et une économie de 1,75 milliard sur leur taxe foncière. On arrive donc à 3,3 milliards d'économies pour les entreprises sur ces valeurs locatives et donc sur les impôts qui reposent sur ces valeurs locatives. Et donc, cumulé à la baisse de la CVAE, on est bien à nos 10 milliards. Là encore, il y a une compensation par l'État, puisque l'État a voté un nouveau PSR, un nouveau prélèvement sur ses recettes. Donc, il y aura un prélèvement sur les recettes de l'État pour compenser les collectivités du fait de cette révision des valeurs locatives. Donc là, on a, avec ces 2 mesures, la CVAE et la réforme des valeurs locatives, on a vu les mesures qui sont mises en place par l'État pour soutenir les entreprises par le biais de ces réductions d'imposition. Donc ça, c'était les mesures prises en charge par l'État. L'État offre aussi, via un article dans cette loi de finances pour 2021, l'État offre aussi la possibilité aux collectivités de, elles aussi, soutenir les entreprises, elles aussi les aider en termes de réduction fiscale, puisque à ce jour, lorsqu'il y a une création d'entreprise, la première année de mise en œuvre de l'entreprise, il y a une réduction de la CFE, de la cotisation sur les entreprises, de 50%. L'imposition complète ne se fait que 2 années après la création de l'entreprise. Et il y a un mécanisme aussi spécifique en cas d'extension d'établissement. Ce que l'État propose aux collectivités, c'est de prendre des délibérations, si elles le souhaitent, pour reporter de 3 ans ces mesures. Donc, c'est-à-dire que en cas de création d'entreprise, les 3 premières années, les entreprises ne seraient pas du tout imposées. Et la 4e année, elle serait imposée à 50% et donc elle ne serait imposée complètement qu'au bout de la 5e année. Donc là, c'est possible sur la CFE et sur la CVAE, les deux impôts de production, et c'est possible sur tous les secteurs d'activité. Donc là, c'est sur délibération des collectivités, donc au choix de la collectivité de donner un coup de pouce aux entreprises qui se montent ou qui font l'objet d'une extension sur leur territoire. Mais là, du coup, comme c'est à la main des collectivités, il n'y a pas de compensation par l'État, à la différence des 2 mesures qu'on a vues précédemment, qui, elles, sont des décisions prises par l'État et qui seront compensées. Aurélie, est-ce que je peux vous Oui. couper? On a 3 Oui. questions. Alors, la première question de Régine, compensation à l'euro près ou perte de revenus pour la collectivité? Alors, dans le, sur le texte, sur le papier, c'est compensation à l'euro près. J'ai envie de dire au moins pour les premières années, puisqu'on a malheureusement
ce retour d'expérience sur d'autres mesures qui ont été mises en place où c'était une promesse à l'euro près. Et on a malheureusement des fois constaté que cette promesse pouvait un peu s'effilocher dans le temps, puisqu'on pouvait avoir des contributions. Enfin, on pouvait demander aux collectivités de faire des efforts et parfois ça passe par ces mesures-là où on dit bon, on vous avait promis une compensation à l'euro près, mais il va falloir nous aider, les temps sont durs et donc ce sera finalement plus à l'euro près. En tout cas, pour ces mesures-là, mais comme souvent pour les mesures dans le même cadre, c'est une compensation à l'euro près. D'accord, merci. Et alors, je pense que ça va dans le même sens. Une question, mais en réduisant autant les taxes et impôts, comment vont faire les collectivités pour fonctionner? La CTE, ce sont les EPCI qui l'aperçoivent, non? La CET, alors ça va dépendre ça va dépendre du régime fiscal de l'EPCI et des communes. Ça va dépendre si c'est, alors c'est maintenant beaucoup le cas, mais il y a encore des collectivités où ça fonctionne pas comme ça. Mais ça va dépendre du régime fiscal. Si effectivement vous êtes dans un EPCI où c'est l'EPCI qui perçoit la fiscalité des entreprises, c'est exclusivement l'EPCI. Par contre, il y a des communes, enfin il y a des structures intercommunales qui ont fait le choix que ces impôts de production soient partagés entre les communes et les EPCI. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question, Catherine, qui nous demande s'il n'y a pas de visibilité après 2021. Alors, les mesures qui sont prises démarrent cette année et doivent être pérennes dans le temps. Donc, la compensation par une fraction de TVA pour les régions, c'est quelque chose qui est installé à partir de cette année et qui va devenir la norme, qui va continuer les années d'après. Et de même pour la réduction des valeurs locatives avec la mise en place du prélèvement sur les recettes de l'État. C'est la première année en 2021 et c'est censé devenir la norme et continuer sur les années futures. Merci beaucoup, c'est tout pour l'instant. Donc voilà pour les impôts de production. Je vous profite pour vous faire un petit rappel sur la suppression de la taxe d'habitation et la réforme fiscale qui va avec. Alors certes, c'est une mesure de la loi de finances de l'année dernière, mais on est cette année dans sa première année de mise en œuvre et surtout, on a un petit article de notre loi de finances pour 2021 qui va qui porte sur cette réforme fiscale. Donc, pour poser un petit peu le contexte, donc de 2018 à 2020, on avait 80% des ménages qui ne payaient plus la taxe d'habitation, alors de façon progressive entre ces 3 années, et c'est l'État qui payait à la place du contribuable. Il a été décidé d'aller plus loin et de tendre vers une suppression de cette taxe d'habitation. Cette suppression, elle va se faire donc pour les 20% des ménages restants qui continuent à la payer. Elle va se faire aussi de façon progressive, donc à partir de cette année jusqu'en 2023. Donc on va arriver en 2023 à une suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Mais cette suppression de la taxe d'habitation donne lieu à une réforme fiscale. Et cette réforme fiscale, elle va intervenir dès cette année. Donc, dès cette année, on a mis en œuvre de la réforme fiscale. Et pour les 20% des ménages qui continuent à payer la taxe d'habitation, cette taxe d'habitation, elle ne sera plus perçue par les collectivités, mais elle sera inscrite au budget de l'État. Donc, ce qui permet à l'État de mettre en œuvre dès cette année la réforme fiscale, même si la taxe d'habitation, elle est supprimée qu'en 2023. Pour mémoire, oui. Petite question sur la taxe d'habitation, vous y avez peut-être déjà répondu. Concernant la suppression de la taxe d'habitation, l'État compense-t-il cette perte subie pour les habitations neuves ou c'est complètement perdu? Alors, l'État va compenser sur la base du taux 2017 et et les bases 2017 aussi. Alors, attendez, j'ai un doute en vous le disant. Il y a tellement d'années et tellement eu de... c'est les bases 19. C'est les bases 19 avec le taux 2017. Donc, s'il y a des constructions en 2020, 2021, là, il n'y a pas de compensation par l'État. De même que s'il y a eu une augmentation du taux d'imposition à compter de 2018, ce n'est pas compensé par l'État non plus. Ok, merci.
Donc, il y a des mouvements de fiscalité qui vont se mettre en œuvre dès cette année. Donc, les communes perdent leur taxe d'habitation. Elles vont récupérer à la place le foncier bâti des départements. Les départements, comme ils perdent leur foncier bâti, ils récupèrent à la place une fraction de TVA nationale, donc en provenance de l'État. Les EPCI à fiscalité propre et la ville de Paris, eux, perdent aussi leur taxe d'habitation, comme les communes, et vont récupérer par contre, comme les départements, une fraction de TVA. Donc ça, ce sont les mouvements de fiscalité qui se mettent en place dès cette année. Donc voilà, ça c'était pour la petite piqûre de rappel, on va dire. Et on en arrive à la mesure sur la taxe d'habitation dans cette loi de finances pour 2021. Alors ça paraît être un petit ajustement, mais selon les cas de figure, ça peut impacter les collectivités. Il s'agit de la façon dont va être calculée la fraction de TVA qui va revenir au département et aux EPCI à fiscalité propre. Il était prévu dans la loi de finances de l'année dernière que l'on regarde, que l'on calcule la fraction de la TVA en regardant la perte pour la collectivité comparée au montant de TVA de l'année 2020. Finalement, ce ne sera plus comparé à l'année 2020, mais à l'année 2021. Et ensuite, on devait appliquer cette fraction chaque année au produit de TVA de l'année écoulée. Et en fait, il a été décidé dans cette loi de finances que finalement, ce sera sur le produit de TVA estimé de l'année même. Donc, comme ça, on se dit que c'est des petites mesures, c'est des cales d'une année, mais ça peut jouer parce qu'en fonction du niveau de TVA des années et en fonction du niveau de TVA qui sera estimé en début d'année, eh bien, le montant qui sera perçu par les collectivités ne sera pas le même. Et là, il est dit, l'année dernière, dans la loi de finances, il était dit que la compensation se ferait à l'euro près. Et là, donc, dans cette loi de finances pour 2021, on dit aux collectivités qu'effectivement, pour la première année de mise en œuvre, pour cette année, il y aura compensation à l'euro près, mais c'est dit que pour cette année. Donc, vous voyez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont mises en place avec des modalités de calcul qui permettent normalement une compensation à l'euro près. Eh bien, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des modifications de calcul et que cette compensation ne soit plus finalement à l'euro près. Alors là, on ne peut pas tellement s'avancer sur les calculs puisque ça va dépendre du montant de TVA de chacune des années, voir si vraiment il y a perte ou pas pour les collectivités. N'empêche qu'il y a changement des modalités de calcul. Alors certains disent que c'est pour que les collectivités ne bénéficient pas du rebond de croissance de la TVA suite à la crise sanitaire. Donc voilà pour la réforme fiscale liée à la suppression de la taxe d'habitation. Il y a d'autres mesures fiscales dans cette loi de finances. Là, on a vu les deux principales, on va dire, mais il y a d'autres mesures. Une de ces mesures concerne la taxe sur la consommation finale d'électricité. Donc, dans son principe, la taxe ne change pas, c'est toujours en fonction de la quantité d'électricité qui est consommée. Actuellement, cette taxe, elle est en 3 parties. Une partie pour l'État, une partie pour le bloc communal et une partie pour les départements. Et chacun gère sa taxe. Ce qui est proposé, ce qui est mis en place avec cette loi de finances, c'est la centralisation de la gestion. Donc, les 3 taxes vont continuer à coexister, ce n'est pas une fusion. On est vraiment sur 3 taxes qui restent d'actualité, mais la gestion va être centralisée. L'objectif, en fait, c'est d'essayer de faire des économies en termes de gestion, puisque jusque-là, il y avait plusieurs fois des contrôles sur la facture, des contrôles, etc., qui étaient mis en place pour la gestion de cette taxe. Donc là, toute la gestion va être centralisée au niveau de l'État. L'objectif étant de permettre aux collectivités de faire des économies sur la gestion de cette taxe. Donc ça, c'est le premier volet de cette modification sur la taxe sur la consommation finale d'électricité. Deuxième aspect sur cette taxe, on a jusqu'ici, puisqu'on a 3 sous-taxes qui existent, on a un taux de taxation nationale, on a un taux de taxation communal et un taux de taxation départemental.
Pour l'État, pas de souci, c'est le même pour tout le monde. Mais par contre, au niveau des départements et du bloc communal, c'est chaque collectivité qui vote son taux. Là, l'objectif, en plusieurs étapes, c'est d'arriver à une harmonisation de ces taux. Donc, il n'y aura plus de vote des taux par les départements ou par le bloc communal. L'idée, c'est qu'un citoyen, où qu'il réside, devra avoir la même taxation qu'un autre citoyen, quel que soit son lieu de résidence. Si leur consommation est la même, il devrait être taxé de la même façon. Donc, ça va se faire en plusieurs étapes. Chaque taxe va être montée au taux plafond. Jusqu'ici, les collectivités ont le choix, dans une fourchette, on va dire, de voter un taux d'imposition. Eh bien, chaque taux d'imposition au niveau du département va être monté à son plafond et de même pour le bloc communal. Donc, ça va être fait en plusieurs étapes. Donc, ce qui veut dire, si on voit les impacts, ce qui veut dire qu'il n'y a plus vraiment, enfin, il n'y a même plus du tout d'autonomie sur le vote du montant, enfin du taux de cette taxe. Donc, on arrivera à un taux national. Donc, il y a une perte d'autonomie pour les collectivités dans le vote de ce taux. Et on arrive sur une taxe qui va devenir obligatoire. En effet, certaines communes, alors assez peu, mais certaines communes avaient, par exemple, avaient décidé de ne pas mettre en place cette taxation. Eh bien, dorénavant, elles n'auront pas le choix, elles devront la mettre en place et en 3 étapes, elles arriveront au montant plafond. Donc voilà, on a deux conséquences. Alors, ça, c'est les conséquences, on va dire, plutôt négatives, puisqu'il y a perte d'autonomie, etc. pour les collectivités. Si on veut trouver une conséquence positive, c'est que pour les collectivités qui n'étaient pas à ce montant plafond ou qui n'avaient pas du tout mis en place cette taxe, eh bien, il va y avoir une augmentation des recettes fiscales de fait, certes sans que ce soit un choix de la collectivité, mais si on veut voir le bon côté, c'est qu'il y aura une augmentation des recettes fiscales. Il y a d'autres mesures donc, dans cette loi de finances concernant la fiscalité sur les taxes de séjour. Alors, les taxes de séjour, pour vous remettre un petit peu le contexte, on a 2 types de taxes de séjour qui sont possibles pour les collectivités. La première taxe de séjour, c'est la taxe de séjour dite au réel. C'est celle qui est le plus couramment mise en œuvre. En fait, là, c'est celle que l'on connaît bien, c'est combien de nuitées par an pour combien de personnes multiplié par un tarif. Donc ça, c'est la plus classique. Il y a une autre taxe de séjour qui est la taxe de séjour dite forfaitaire. Donc là, en fait, on regarde non pas combien de personnes fois combien de nuits sont venues dans l'hébergement, mais on va regarder la capacité d'accueil de l'hébergement. Est-ce qu'il peut accueillir 6 personnes? Il y a 6 couchages. Et l'hébergement est ouvert, par exemple, de mai à septembre. On ne s'occupe pas de savoir s'il a été occupé ou pas occupé. C'est la taxe de séjour forfaitaire. Donc là, les collectivités jusqu'ici pouvaient voter un abattement pour donner un coup de pouce, on va dire, à ces hébergements, pouvaient voter un abattement compris entre 10 et 50% de la capacité d'accueil. C'était pour tenir compte bien des nuitées où l'hébergement n'était pas loué. Donc là, dans cette loi de finances, on augmente la capacité, enfin, on augmente la possibilité d'abattement puisque ça peut aller dorénavant jusqu'à 80%. Autre point sur les taxes de séjour, jusqu'ici, lorsque vous deviez prendre une délibération concernant la taxe de séjour, donc soit la mettre en œuvre ou en modifier les tarifs, ça devait être fait avant le 1er octobre de l'année précédente, la mise en œuvre des modifications. Dorénavant, il faut que ce soit avant le 1er juillet. Et enfin, pour finir sur la taxe de séjour, alors là, c'est très précis, mais il y a pour les hébergements qui ne font pas l'objet d'un classement, qui ne sont pas avec des étoiles ou qui sont dans l'attente de ce classement, il y avait des modalités pour calculer le tarif à appliquer en taxe de séjour et ces modalités sont revues. On ne se base plus sur les mêmes valeurs pour calculer ce plafond. Oui. J'ai une petite question, mais je crois qu'elle concerne la slide d'avant sur la TCFE.
Catherine nous dit, je n'ai pas compris qui est taxé. Alors, ce sont nous, en tant que citoyens, c'est les consommateurs d'électricité, alors aussi bien les entreprises que les particuliers, alors avec tout plein de règles en fonction de la quantité d'électricité consommée. Mais en fait, dans nos factures d'électricité, il y a une partie qui est reversée aux collectivités en fonction du montant qui est voté par la collectivité, du taux d'imposition. Pas d'augmentation pour nous alors, je lis. Pour nous en tant que citoyens ou en tant que... À mon avis, Oui, en fait, ce que vous disiez, excusez-moi, vous disiez donc qu'avec la taxe sur l'électricité, donc il va y avoir une perte d'autonomie dans la décision en fait des taux. Et je me disais, donc c'est pour ça que je n'étais pas sûre de moi, je me disais, mais donc ça va aussi augmenter les tarifs des usagers. Oui, ça va augmenter les tarifs des usagers. En fait, c'est que... C'est ça ma question en fait. Oui, ça va augmenter. En fait, il y a augmentation des recettes pour les collectivités payées par le contribuable. Payées par nous en fait. Oui, alors sauf si... vous résidez, alors si on prend chacun notre petit cas, mais sauf si on réside déjà dans une commune et dans un département qui applique déjà le taux plafond. Moi, j'ai regardé par exemple pour ma collectivité, c'est le cas. J'ai un département qui est déjà au taux plafond, donc ça ne va rien changer pour moi. Et ma commune applique déjà aussi le taux plafond. Okay. Donc, ça ne va rien changer. Il y a à peu près 90% des communes qui sont déjà au taux maximum et à peu près 90% des départements. Mais par contre, il y a, je crois que c'est 5% des communes qui ne l'appliquent pas du tout. Donc, pour les personnes qui résident dans cette commune-là, ça peut leur faire drôle. Si en plus, elles cumulent avec le fait d'être dans un département qui n'est pas non plus au plafond, ça peut jouer sur la facture d'électricité donc pour le contribuable. Et par ricochet, ça fait une augmentation de recettes pour les collectivités. Merci beaucoup, c'est plus clair. Merci. Et je crois qu'on avait fini sur les mesures fiscales. Super, merci beaucoup. Sonia, Aurélie, c'était hyper clair, enfin je pense. Du coup, dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? N'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez soit lever la main, soit prendre le micro directement. N'hésitez pas. Si vous avez besoin qu'on revienne sur des points en particulier, comme on vient de le faire avec Catherine. Le document est très clair. Si vous voulez, par curiosité ou si vous voulez regarder, on a la liste des tarifs d'électricité. On pourra vous les faire parvenir avec l'arrêté. Comme ça, vous pourrez regarder pour vos départements et vos communes, alors soit où vous résidez ou où vous êtes élu, dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes déjà au taux plafond, par exemple, ou si vous allez avoir automatiquement, j'ai envie de dire, une augmentation des taux. Merci beaucoup Aurélie. J'aurais une question. D'abord Régine, ensuite je ne vois pas qui est la deuxième personne. Pardon Stéphanie. Désolée Stéphanie. Sur notre communiqué d'agglo, on est en train de réfléchir pour fiscaliser les écoles, puisqu'on a des petits soucis au niveau des charges des écoles. Et donc l'idée, c'est d'augmenter, que l'agglo augmente les taux, les taxes foncières bâties et non bâties. Et en conséquence, les communes vont baisser ces taux. Enfin, bon, grosso modo, c'est ça. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, les maires des communes, on se fait du souci par rapport aux dotations. Est-ce que le fait de baisser nos taxes, nos taux, donc bâtis et non bâtis, ça va influencer sur l'effort fiscal et est-ce que ça peut influencer sur nos dotations? Parce qu'on nous dit que non, mais voilà, j'aimerais bien savoir avoir votre opinion là-dessus, si c'était possible. Merci. Alors, sur l'effort fiscal, ça va forcément avoir une influence, au moins pour cette année, puisque après, il va y avoir ce que disait Sonia, c'est-à-dire qu'à compter de 2022, il va y avoir remise à plat des modalités de calcul de tous ces indicateurs fiscaux.
Donc, on ne sait pas comment ils vont être calculés, comment ça va être pris en compte. En tout cas, pour cette année, forcément, ça va jouer sur l'effort fiscal. Après, oui, vas-y Sonia. Ouais. Non, mais oui, ça va jouer sur l'effort fiscal, je te rejoins, mais à la baisse. Donc, du coup, Oui, comme vous aurez une pression fiscale moindre, normalement, c'est à forcément, votre vous avantage. risquez, voilà, c'est ça, vous risquez d'avoir plus de dotations, puisqu'on prend toujours en compte si la collectivité a une pression fiscale, enfin, quoique, il faut comparer plusieurs choses en même temps. Ouais, c'est ça. Il y a tellement d'indicateurs. Sur les Voilà, dotations en tant que telles, je ne suis pas sûre, ça va plus rentrer en compte dans des calculs de fonds de péréquation, etc. c'est ça. Pas les dotations, mais plus en récupération de péréquation, puisqu'on va dire que vous avez peut-être, si vous êtes sur une pression fiscale qui est en dessous en gros des taux moyens nationaux, on va dire que vous avez une marge de manœuvre. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de récupérer de la péréquation ou des fonds, mais plutôt vous avez une marge de manœuvre sur vos taux. C'est le risque en fait, mais pas Mais sur les bon, dotations mais en tant comme que c'est telles. comparé, et en fait, à chaque fois, quand on regarde ces indicateurs-là, on les compare avec d'autres, enfin, on le compare avec des moyennes, avec des références, etc. Donc, ça va jouer aussi en fonction de l'évolution ou de la situation des indicateurs nationaux. Ouais, il faut voir plus globalement toute la situation financière de votre commune en fait pour vraiment voir si ça peut être favorable ou défavorable. En fait. Alors, on a une question sur le chat de Nazek Mexi. Je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Est-ce que vous pourriez peut-être nous apporter une précision au micro? Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis adjointe au maire sur une commune, la Mulatière, donc qui est dans le Rhône. On entend beaucoup parler des dispositifs, de tout ce qui est plan France Relance, comment bénéficier, on va dire, de subventions, mais ça reste assez flou pour moi. J'arrive pas trop à savoir quelles possibilités on a en tant que commune. Donc, vous m'avez répondu, Violette, qui est le guide des maires qui pourrait me servir de référence. Je vais regarder, mais c'est vrai que je trouve que on manque un petit peu, peut-être que tout le monde ne partage pas ce constat, mais on manque un peu d'explications sur la façon dont les choses se déroulent, le calendrier, à qui s'adresser. Par exemple, moi, je suis aux écoles et à la jeunesse. J'ai des écoles privées qui viennent avec des dossiers en me disant on peut dans tel contexte. Voilà, c'est assez nébuleux pour moi. Il me semble aussi qu'en plus du guide, sur le site internet de France Relance, on peut choisir en disant je suis une collectivité et il y a des fiches, je crois qu'il y a des fiches par subvention pour dire qui peut y prétendre, quels sont les délais pour faire les dossiers, auprès de qui, etc. Je crois que, de ce que j'avais regardé, le site paraissait, alors après, je n'ai pas fait toutes les fiches, mais le site paraissait assez complet, paraissait assez complet, en tout cas sur les quelques fiches que j'ai regardées. Des fiches, il me semble, de mémoire, c'était des fiches par thématique ou par subvention, enfin par aide. Et il y avait tout le détail dans les fiches. Eh ben, impeccable, merci. Je vais étudier tout ça un peu plus, avec un peu plus d'attention maintenant que vous m'avez donné quelques pistes. Violette Salanon, vous aviez levé la main. Vous souhaitiez poser une question, apporter un complément peut-être? Non, c'était juste pour dire que oui, vraiment, ce guide des maires, là, je voulais le mettre sur le chat, mais je suis sur mon portable, donc là, j'arrive pas à faire les manips. Mais il y a vraiment beaucoup de choses sur le site France Relance, et dans ce guide, il y avait vraiment l'ensemble des calendriers, comment faire pour bénéficier des choses, parce que moi, je me posais aussi la question, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses dans ce plan France Relance, mais c'est vraiment très, très bien fait. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. Voilà. Eh ben, pour ce week-end, j'avais pas grand-chose à faire. J'irai voir. Merci. Merci beaucoup. Et on a une question de Madame Mewas qui nous dit, concernant les projets de relance sur l'énergie, est-ce qu'il existe un plafond par département?
Il y a un plafond sur les subventions d'investissement par région, mais là, non, je crois que après c'était la crainte justement au moment de la mise en place de ces aides. La crainte, c'était que ce soit le premier qui a demandé, le premier soit servi. Mais alors, je ne sais plus exactement quels sont les critères, mais je crois que les choses sont normales. Enfin, de ce que j'en avais compris, les choses sont bien faites. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément le premier qui fait son dossier qui sera servi. Il va y avoir une étude plus globale. En tout cas, de ce que j'en sais, c'est que l'État favorise les projets dits un peu plus mûrs pour être sûr qu'il y ait de l'enveloppe qui soit utilisée sur l'année 2021 et pas avoir que des projets qui sont en cours d'études et que la relance se fasse que en 2022-2023. L'idée, c'était d'essayer de prendre des projets mûrs pour que ça puisse démarrer dès 2021, mais aussi panacher. Mais je ne sais pas s'il y a un plafond par département. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? On peut peut-être en prendre encore une ou deux, histoire de rester dans notre timing et de vous laisser une soirée à toutes et à tous. Ah, Régine, en ce qui concerne la taxe de séjour, vous avez parlé des logements non classés et du changement de calcul. Pouvez-vous développer? Je vais reprendre mes petites notes. Sur le changement de calcul, c'est vraiment très spécifique. Donc, pour les hébergements qui n'ont pas de classement ou qui sont en attente de classement, alors que je ne vous dise pas de bêtises, dans quel sens ça va? Avant la loi de finances pour 2021, le tarif de ces logements-là ne pouvait pas dépasser le tarif le plus élevé des hébergements classés, sauf si ce dernier était inférieur au tarif plafond des hôtels 4 étoiles. Avec la loi de finances de 2021, quand je vous disais que c'était hyper précis, avec la loi de finances pour 2021, on retire la comparaison au tarif plafond des hôtels 4 étoiles. Donc là, le changement de calcul, c'est qu'on on regarde le tarif maximum des hébergements classés, et donc notre tarif pour les non classés ou les en attente de classement ne peut pas excéder ce tarif, mais peu importe le tarif des hôtels 4 étoiles. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce possible d'obtenir le document présenté? Je pense que oui. Oui, pas de souci. On vous l'enverra demain, du coup. Oui, et puis je voulais compléter tout à l'heure, j'ai noté les quelques décrets, les listes de documents complémentaires pour préciser et aller un petit peu plus dans le détail pour la TCFE. C'est ça. Et j'avais noté aussi le décret qui liste toutes les dépenses éligibles à la récupération de la TVA. Oui. Et donc, on trouvera également, on cherchera aussi avec Clémence le guide des maires du plan de relance. Comme ça, on vous enverra un mail bien costaud pour vous armer comme il faut et mieux comprendre l'impact du projet de loi de finances sur les collectivités. Merci beaucoup. Du coup, on peut peut-être laisser la parole à Elisabeth. Si jamais il y a une question, n'hésitez pas à nous la poser sur le chat. Elisabeth Rosier, est-ce que vous êtes parmi nous? Je suis là, bonjour. Bonjour Elisabeth, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire deux, trois mots sur la formation que vous animez sur les finances locales pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin que cette première initiation, pour le moins? Bien volontiers, rapidement, parce que évidemment, vous avez tous été très attentifs. C'était très très bien fait, donc je voulais remercier l'équipe. C'est toujours des moments importants. Les lois de finances, 800 pages, donc c'est toujours intéressant de les décortiquer. Oui, alors cette formation finance, elle s'inscrit en fait dans une volonté, je pense, d'élu local d'avoir une démarche très pluraliste et de pouvoir permettre à toutes les élus d'accéder justement à cette information, je dirais, de premier niveau sur les finances locales. Donc c'est sa qualité, je pense, parce qu'il y a une offre très importante sur la formation dans ce domaine-là. Et l'intérêt de cette formation, c'est qu'elle s'adresse à des élus qui, même si elles sont élues des fois depuis 1 ou 2 mandats, n'ont pas eu vraiment l'occasion de se poser pour avoir une présentation un peu plus détaillée. Donc cette formation, en fait, elle vise déjà à donner
une idée globale de ce que sont les finances locales. C'est-à-dire en fait de pouvoir avoir à la fin de cette formation, je dirais autant une capacité à regarder dans son budget de quoi il en retourne, c'est-à-dire d'utiliser justement ses propres documents, que ce soit le document comptable ou ce soit les documents de soutien qui sont les rapports budgétaires, etc. Donc d'avoir un peu plus, je dirais, le mode d'emploi et l'accès aux informations qui sont contenues dans ces documents. Et c'est un peu ce qu'on retient un peu moi quand je clôture les formations, c'est souvent ça, c'est-à-dire en fait les élus qui participent, elles ont une vision beaucoup plus, je dirais, pas complexe parce que c'est compliqué en 3 jours, mais au moins une vision d'ensemble et un accès, je dirais, plus aisé à leur propre comptabilité, à leurs propres documents comptables et financiers. Donc ça, c'est l'objectif, je pense, de ces 3 jours. Dire aussi que ces formations, elles s'inscrivent soit dans une formation, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est non, soit c'est des formations qui regroupent différentes collectivités. Donc, il y a des lieux de regroupement dans toute la France. Soit c'est effectivement une formation qui s'adresse à une collectivité en particulier. Et là, on a un groupe d'élus de la même collectivité qui vient. Et là, on travaille beaucoup plus, je dirais, dans le détail sur leur propre budget. Voilà. Et puis dire aussi que cette formation, je dirais, des 3 jours d'initiation, on les complète, là, on a une demande pour analyser justement un peu plus dans le détail et aller plus sur de l'analyse budgétaire qui est un peu plus, je dirais, technique, qui pourrait effectivement, comme vous l'avez vu là depuis le début de ce webinaire, rentrer un peu plus dans le détail parce qu'il y a plein de concepts et comme vous l'avez vu, plein de vocabulaire qui des fois ne sont pas toujours la portée de tout le monde. Voilà. Donc, si je peux répondre à des questions, si parmi vous, certaines ont déjà assisté à des formations, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Elisabeth. Du coup, je vais juste laisser la parole une seconde. Si jamais il y a des questions, gardez-les ou mettez-les dans le chat à mon collègue William, qui est, je crois, quelque part, qui est conseiller pédagogique chez Élu Local et qui sera ravi de vous parler un peu plus de cette formation. Merci Clémence et bonjour à toutes et à tous. Et merci à Elisabeth et à Madame Lognon et Madame Hainaut pour cette magnifique présentation. Donc, avec Armelle, ma collègue, du coup, on est là pour vous accompagner dans vos choix de formation. Voilà, moi, je serai plus sur le sud de la France, les 4 régions du sud, plus les départements et les territoires d'outre-mer. Et ma collègue Armelle s'occupe plutôt du nord de la France. Alors, nous, on sera là pour vous conseiller. Pour être plus précis dans les finances, on a 2 types de formations. Une formation à Paris avec Madame Rosier, dont elle vous a parlé, et une formation en distanciel qui se passera en juin et qui est là sur un format de 4 fois 3 heures et plutôt en fin de journée. Ce qui, voilà, ça vous permettra d'avoir toutes les bases des finances. Et vous pourrez retrouver aussi cette formation sur les finances lors de nos journées des fins d'élus, avec notamment, il me semble, Madame Rosier, que vous allez faire un focus sur le plan France Relance. Oui, exactement. Par rapport à ça. C'est une partie importante de l'intervention qui durera 3h30 en fait. Donc il y aura un moment assez détaillé sur cette partie-là, absolument. Oui. Voilà, Madame Alexis pourra du coup retrouver des informations un peu plus précises grâce à vous à ce moment-là. Merci William. On a une petite question dans le chat, mais peut-être que ça sera un échange un peu plus tard. Quel est le coût de la formation ? Donc voilà, pour pouvoir financer vos formations, donc il y a la possibilité de voir avec le budget de votre collectivité, mais aussi à l'heure actuelle avec le DIF élu qui vous permet, à l'heure actuelle, de pouvoir bénéficier chaque année de 20 heures de formation. Donc ces 20 heures de formation vous permettront de financer la formation, mais aussi les frais de déplacement pour se rendre sur la formation, sans que ce soit ni à la charge de votre collectivité, ni pour vous les élus. Merci beaucoup. On vous enverra un mail demain ou lundi avec du coup tous les documents qu'a évoqué Stéphanie tout à l'heure. Et on vous mettra également les contacts de William et Armelle. Comme ça, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter en direct. Ils pourront rentrer dans le détail avec vous sur tous ces éléments. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. C'est le moment. Sinon, on va conclure. Et bravo pour la clarté des intervenantes. Et ben voilà. Bravo. Merci beaucoup Aurélie. Merci beaucoup Sonia. Merci à vous. Merci. Oui, un grand merci pour cette disponibilité. Je vous en prie.
Et puis, une très bonne soirée à toutes. Merci Elisabeth, merci William. De rien, à votre disposition. J'ai suivi, c'est très très clair. Bon, génial. Oui. Écoutez, très belle soirée à toutes et à tous, et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir.